enfer que je souhaite à personne, alors qu'au départ, l'amour, c'est censé être autre chose qu'un enfer, quoi. Donc parfois je me demande si les nouveaux contes du 21e siècle, ce sera pas de dire à sa petite fille « Attention ma chérie, surtout, si tu tombes amoureuse, ne choisis pas un étranger ». Rencontrer des gens d'origine étrangère à travers la mondialisation ou l'immigration n'a jamais été aussi facile. Mais tomber amoureux d'un ou d'une étrangère, qui plus est d'un pays économiquement faible, et envisager un mariage mixte, ça c'est une autre histoire. Les pays riches ferment de plus en plus leurs portes à l'hémisphère sud et aux migrations pour motifs économiques. Par ailleurs, le droit de vivre avec la personne de son choix est inscrit dans la Constitution, mais les amours n'échappent pas à ces conditions restrictives qui, sous prétexte de fraude, prennent parfois des allures de chasse aux mauvais Français. Depuis quelques années, les conditions d'accès au mariage mixte sont durcies, la famille étant jusqu'alors le moyen d'accès assuré à la résidence en France. Au milieu des années 2000 à Lyon s'est créé le collectif des amoureux au banc public qui écoute, conseille et lutte pour une gestion humaine de ces questions. Comment est-ce qu'on peut sonder des cœurs? Comment est-ce qu'on peut voir que des gens s'aiment? Et justement, on a une sorte de paradigme, c'est-à-dire un ensemble d'indices qui nous permettent de dire ben voilà, ces gens s'aiment. Alors les indices, ils sont très classiques. On pourrait même écrire un livre là-dessus en établissant un code administratif de l'amour, si vous voulez. C'est-à-dire, quand on s'aime, on vit ensemble déjà. Donc on impose un modèle, on est obligé de vivre ensemble. Si on ne vit pas ensemble, on ne s'aime pas selon l'administration. Et donc par exemple, on fait fi des gens qui, par exemple, prennent un logement pour aller travailler dans une ville éloignée du domicile conjugal. Et là, on se dit, ben non, dans ces cas-là, on ne peut pas parce que le modèle que nous considérons comme étant celui de l'amour, c'est celui-ci. C'est-à-dire que les gens doivent dormir dans le même lit et puis vivre ensemble. Et puis autre chose, on doit maintenir les liens, puis on doit produire notamment les factures détaillées de son téléphone, les mails qu'on échange, etc. pour démontrer que malgré la séparation, on vit un semblant de vie commune. Il y a 20 ans, je pense que la problématique n'était pas aussi intense qu'aujourd'hui parce que l'immigration n'était pas un problème majeur en France, n'était pas un contentieux de masse comme on peut avoir aujourd'hui. Et au fil des années, quand on s'est rendu compte qu'il fallait réguler l'immigration, on a multiplié les lois justement qui permettaient de limiter l'immigration familiale. Si on a l'impression qu'on vous prend un peu votre vie quoi, et qu'on la met de côté en vous disant voilà, il faut que tu prouves. Et quand tu auras prouvé, on te rendra ta vie. Voilà. Dès que la distance était trop longue, il y avait le manque, il y avait la fatigue, il y avait l'énervement, il y avait toutes les paperasses qu'il fallait faire. Donc on a eu des moments où... Mais ça a plutôt renforcé notre couple, je pense. Ouais. Je pensais que ça allait jouer en ma faveur parce que mon mari, il est algérien comme moi. Donc c'est vrai qu'on a la même culture, on a la même religion. Et en fait, je ne sais pas si ça a joué ou pas, sincèrement. On a notamment un rapport du Haut Commissariat à l'intégration qui commence à dire qu'effectivement, certaines unions mixtes ne sont pas si mixtes que ça, puisqu'on a par exemple des Maghrébins qui sont devenus français, qui vont prendre au mariage dans leur pays d'origine. On se dit finalement ça finit par diluer l'identité nationale et là on n'est plus dans des considérations de migration, on est dans des considérations d'identité nationale, c'est-à-dire pratiquement du nationalisme. Donc je pense que le mouvement va tendre à se durcir de plus en plus. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, et le collectif a voulu la célébrer de façon originale. Rendez-vous donc devant la préfecture de Lyon. Beaucoup de personnes, et notamment d'origine étrangère, font la queue avant que leur cas ne soit examiné. Et ce matin-là, il ne faisait pas très chaud. J'ai bien aimé l'esprit, surtout l'état d'esprit super léger qu'il y avait aux amoureux. C'est-à-dire même face à des situations ou dramatiques ou très difficiles, il y avait un état de légèreté qui ne se prenait pas au sérieux et qui faisait que le collectif il existait. Alors nous sommes ici devant la préfecture pour offrir du café, du chocolat, du thé aux personnes présentes. Parmi eux, il y a des couples mixtes, comme nous. Et nous sommes les amoureux au banc public, donc un collectif de couples mixtes qui œuvront pour la défense des droits des couples mixtes face à l'administration française. Moi j'ai été entendue par la police en mars. Oui, 1h30 d'interrogatoire, des questions sur comment on s'est rencontrés,
Combien de mois après notre rencontre m'a-t-il demandé en mariage? Combien de mois après la demande en mariage nous sommes-nous mariés? Combien de mois après le mariage sommes-nous repartis en Algérie? Enfin, toujours en question de mois, de semaines, dans un sens puis à l'envers. J'avais l'impression qu'on voulait me forcer à m'embrouiller. On ne pense pas qu'on va en arriver là, qu'on va arriver dans un commissariat de police parce qu'on s'est mariés avec des sentiments forts et qu'on veut vraiment faire notre vie ensemble. Voilà, après, les soupçons de mariage blanc, évidemment, c'était en gros devant moi, il y avait mon dossier, ma carte d'identité, sa pièce d'identité, et puis écrit en rouge mariage blanc dessus. Je savais pourquoi j'étais là, c'est sûr. Certaines préfectures qui ont des pratiques qui sont complètement différentes d'une préfecture voisine, par exemple. Et ça, c'est un peu le pouvoir du guichet, si vous voulez, même parfois d'un agent à l'autre, l'appréciation on va dire, de la loi et même des circulaires, parce que si vous voulez, le ministre de l'Intérieur essaie d'harmoniser les pratiques dans les préfectures par voie de circulaire. Mais si vous voulez, il y a toujours des distorsions entre la compréhension qu'on peut avoir des textes et notamment sur le contrôle du mariage. Il a fallu prouver tout le temps notre amour, notre engagement, la sincérité de nos sentiments. Il a fallu vraiment se mettre à nu devant l'administration et expliquer, en fait, par des dizaines et des dizaines de moyens qu'on s'aimait vraiment et qu'on était là juste parce qu'on s'aimait et qu'on avait envie de vivre ensemble. Mais c'était difficile, hein. On est passé 2 fois au tribunal et à chaque fois il fallait monter à Nantes, à chaque fois ça a généré des frais aussi, des frais financiers qu'on n'avait pas forcément parce que moi je me rendais souvent en Algérie, mon mari était là-bas, il ne travaillait pas. Mais en fait l'administration française alléguait une fraude et ils n'ont pas été capables de le prouver. Donc sur 16 mois où mon mari était bloqué là-bas, ils alléguaient la fraude, mais ils n'avaient aucune preuve. Donc nous, on a apporté des dizaines et des dizaines de preuves, mais eux n'en avaient pas une seule. On a gagné, ils ont été condamnés, et mon mari a pu venir en France, me rejoindre, quoi. Les communications, il faut savoir qu'elles sont assez difficiles d'un pays à l'autre, hein. Lui, il ne pouvait pas accéder à Internet facilement, il fallait qu'il aille dans un cybercafé. Voilà, quand il appelait, quand on s'appelait au téléphone, il y avait la famille qui était pas très loin derrière, il n'était pas à son aise pour discuter, voilà, comme on discute normalement dans un couple, on va dire. On n'avait pas toute l'intimité requise. Bah, c'est le téléphone, hein. C'est le téléphone, c'est des factures astronomiques, c'est l'attente, le désespoir, hein. Moi, je peux dire que j'étais à un moment donné, je me suis toujours battue, mais parce que j'étais aussi très bien entourée, mais c'était... Non, à un moment donné, j'étais désespérée, hein. Mais au début, c'est vrai qu'on a très peur. On sort que tous les deux, parce que ça donne une certaine caution d'être en couple, finalement, dans la rue. On va moins facilement arrêter un couple qu'un jeune homme tout seul avec son sac à dos. Chaque mois, à peu près, toutes les 2-3 semaines, il y avait quelque chose qui nous rappelait qu'on était en train de prendre un gros risque, et puis qu'on pouvait se faire séparer du jour au lendemain, comme ça, et pouvait se faire expulser à l'époque. Voilà, c'est ça, en fait, cette impossibilité de vivre sereinement, jour après jour, de construire une relation normale qui a fait qu'on s'est mariés. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous est pratiquement imposé. Quand on tombe amoureux, on n'a pas envie de passer par toutes ces étapes-là. On a envie d'être réunis, on a envie de vivre notre amour, on a envie d'avoir des enfants, on a envie de construire des choses. Et de passer par tout ça, on perd du temps, on perd beaucoup d'énergie. Et après, quand on est réunis, voilà, il y a des périodes où ça revient. Mais bon, nous, on avance et puis on est heureux, maintenant on est réunis et voilà. On a des similitudes, mais c'est pas que des similitudes entre la France de Vichy et aujourd'hui. On est sur les mêmes fonctionnements et effectivement la même utilisation de l'administration. Ça, c'est évident, quoi, malheureusement. Le contentieux du droit des étrangers, c'est plus de 60% des requêtes. Ils sont complètement dépassés, c'est des juges qui n'ont pas été formés à ça, mais ça a explosé depuis 2002 et 2006. Avant, c'était pas du tout le cas, quoi. Donc c'est des gens qui sont formés au foncier, etc., qui ne sont pas formés au droit des étrangers. La dernière loi Besson a consacré l'incrimination du mariage gris, qui n'était pas nécessaire puisqu'elle existait déjà dans le Code des étrangers, c'est-à-dire que le mariage gris, le fait de cacher ses sentiments à une personne dans un but migratoire, c'est-à-dire de se marier pour avoir des papiers concrètement, existait déjà, c'est-à-dire que c'était déjà incriminé, le texte le permettait, et aujourd'hui on est dans la symbolique. Dans une symbolique où on part d'une maîtrise des flux migratoires et aujourd'hui on tend de plus en plus vers un but inavoué justement d'essayer de limiter carrément les unions mixtes. Au collectif, on ne défend pas les mariages blancs. Hein.
Sauf que les mariages blancs, ça doit être entre 4% et 5% de tous les mariages franco-étrangers, quoi. Ils font un bourrage de crâne avec ça, alors que c'est vraiment minime. On a vraiment le sentiment d'être la cible, quoi. Les couples franco-étrangers, c'est en ce moment, enfin depuis un certain temps, c'est une cible de la politique de l'immigration française, et c'est insupportable, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, aux amoureux, on ne nie pas le phénomène des mariages blancs ou gris, on sait que ça existe. Je pense qu'il faut être lucide et le dire, et puis je pense que ça assoit notre crédibilité de le dire. Mais simplement, et c'est comme dans beaucoup de domaines dans la vie, il ne faut pas prendre un épiphénomène et en faire, si vous voulez, la motivation principale d'un combat. Donc les mariages simulés, il y en aura toujours. Il y en a toujours eu. Moi, je ne dis pas qu'il y en a jamais eu. Je ne dis pas que j'en ai pas rencontré. Ce qui est sûr, c'est que j'ai monté un collectif en septembre 2007. Aujourd'hui, on est en mars 2012. Tous les couples pour lesquels on s'est battu, et il y en a qui ont beaucoup souffert, enfin, je pense notamment à Marie, par exemple, ils sont tous restés ensemble. Différence d'âge ou pas, et surtout au vu des difficultés qu'ils avaient à surmonter. Donc, enfin, voilà, le résultat, il est là. Voilà, finalement, on a gagné un combat. Mais en réalité, quand tu vis ça, quand tu vis 4 ou 5 ans séparés, à faire des... Moi, j'y suis quand même allée 9 fois, j'y suis allée. Mais c'est quand même de loin en loin, tu sens que t'es bien obligé de vivre, quoi. T'es bien la personne de son côté, moi du mien, t'es bien obligé de vivre, d'avoir une vie sociale, d'avoir ouais, il se passe des choses aussi. Parce qu'on est toujours dans l'attente, on sait pas du tout si ça va aboutir ou pas, quoi, c'est ça le truc. On est des gens, on est des êtres humains, on n'est pas fait en béton, quoi. Mais même au-delà du fait qu'aujourd'hui on voyage de plus en plus, si on prend simplement ce qu'on nous apprend à l'école quand on est enfant en France, moi je suis née en 81, donc à l'école on m'a appris la Révolution, les droits de l'homme, la France, terre d'accueil. Quand on a été élevé comme ça, arrivé pour construire sa vie dans son propre pays et être face à ces lois inhumaines, c'est très difficile. C'est très très difficile. Et c'est vrai que ça paraît inconcevable tant qu'on ne le vit pas, on peut pas imaginer, c'est pas possible. J'ai été élevée différemment. J'ai été élevée, je sais pas, j'avais l'impression que la France était un pays multiculturel et que ça se passait bien. Et puis il y a eu un basculement des dernières années où on monte les uns contre les autres. Et je suis assez critique, moi, pour la suite, en fait. J'ai envie d'en parler parce que c'est des gens qui vont enfin pouvoir retrouver une vie normale, mais je pense que ça va quand même laisser des traces parce qu'effectivement, quand on n'a pas démarré un projet marital et qu'on est resté, on a mis une parenthèse de 2 ans, c'est très difficile de pouvoir se remettre sur les rails. Ma femme est régularisée depuis 3 ans maintenant, mais je suis toujours au collectif parce que je me bats toujours aussi pour les autres, parce que j'ai pas oublié ce que j'ai vécu, parce que c'est vrai que d'un côté je suis révolté de l'injustice. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai vraiment honte de mon pays, je crois que je peux vraiment le dire, hein, parce que la France avant était le pays des droits de l'homme. Mon mari, puisque maintenant c'est mon mari, il a eu ses papiers, on va dire, il y a peut-être 3 ans. 3 ans, mais aujourd'hui, on commence à peine à vivre normalement. Une vraie vie, quoi. Il faut du temps pour s'en remettre. Les amoureux qui se mécotent sur les bancs publics, ensuite en pas mal de garde-buts, les passants honnêtes. Les amoureux qui se mécotent sur les bancs publics, en se disant des choses de pathétiques, on est une gueule bien sympathique. On s'est dit on s'entend bien, pourquoi prendre le risque de se quitter? Voilà, on va se marier. Sauf qu'il est beaucoup plus jeune que moi, et qu'aussitôt qu'on a eu rempli le dossier et qu'on est allé à la mairie, la femme elle nous a regardé pour tout bon, et elle a dit « Bon, alors ça sera audition, et puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, procureur. » Et donc là j'étais toute contente, parce que vraiment je me sens bien et tout, et plaf,
Donc j'ai dit, bon là, il faut que je vois des gens qui vivent ça, que je sache ce qu'on peut faire. Donc en général, on leur demande de passer justement une de ces réunions pour pouvoir les voir et leur parler de vive voix, parce que c'est toujours un peu compliqué, vu que les textes sont de plus en plus compliqués, c'est toujours mieux de les voir en direct. Et que chaque situation est unique. Est unique. Donc nous, on est là en fait pour déjà accueillir, leur dire qu'ils sont pas tout seuls, que nous aussi on a connu ça malheureusement, et qu'ils peuvent avoir un soutien juridique et moral auprès du collectif. C'est la première chose. Une fois qu'on connaît les lois, les textes et exactement quels sont nos droits, on peut déjà quand même faire face à des agents administratifs et soutenir qu'on est dans nos droits. Parce que c'est vrai qu'un des premiers sentiments qu'on a et que les gens ont quand on les voit, c'est un sentiment de culpabilité à la base. C'est-à-dire qu'ils sont avec un sans-papier ou une sans-papier, donc il faut se cacher. Donc c'est tout un tas de trucs. Et quand ils arrivent ici et qu'on discute avec eux et qu'ils voient qu'on est tous à la même enseigne, en fait, ils ont déjà un gros soulagement et ça les rassure énormément, quoi. Il y a quelque chose de plus insidieux, en fait, dans le système législatif et le regard qu'on peut porter sur les étrangers. Vu qu'ils sont protégés constitutionnellement parlant, et en particulier les conjoints de Français, on va plutôt faire passer des messages en disant que c'est des faux mariages, qu'ils abusent de la volonté des gens. Et du coup, ça amène les fonctionnaires à être critiques ou à avoir un regard négatif sur ces gens-là. Mais juridiquement, ils n'auraient pas le droit de se le permettre. C'est ça qu'il faut clamer haut et fort. On est en train de diaboliser une partie de la population, les étrangers, les Français d'origine étrangère, parce qu'ils sont Français avant tout, et donc ils ont les mêmes droits que les autres. Et puis par effet de ricochet, une jolie Charlotte, une Marie, plein de gens qui sont tombés amoureux de quelqu'un qui ait une situation de régularité ou pas, parce que ça aussi c'est beaucoup mis en avant, et qu'on empêche de vivre. C'est difficile de reprendre un rythme, de reprendre une vie, on va dire, de couple simplement normale, sans angoisse, sereinement, d'avoir des projets. Il faut un petit peu de temps pour démarrer, se reconstruire, et la colère, pour l'instant, elle reste. J'essaye de la transformer positivement, je continue à aider les autres, mais je pense qu'il faut que j'évacue. Les amoureux, je me suis engagée avec eux parce que pour moi, déjà, ils m'ont énormément aidée. Mais surtout, c'est une belle cause. C'est un combat au nom de l'amour et moi, quand je les ai rencontrés, ils m'ont apporté tellement de soutien et je pense que ça m'a sauvée en fait. Parce que s'ils n'avaient pas été là, sincèrement, je ne sais pas comment Il y avait mon avocate, mais les amoureux, c'est de la chaleur, c'est du soutien, on vous appelle en dehors de... On ne vous connaît pas, mais on vous téléphone comme ça de temps en temps pour vous dire « Alors ça va, tu tiens le coup ?» On est tous ensemble pour une cause commune. Et on se soutient vraiment, quoi. Il y a de la chaleur, il y a vraiment une solidarité qu'on ne trouve pas, même auprès de nos amis, auprès de notre famille. Tous les gens qui sont autour de vous, ils ne vous comprennent pas comme un amoureux au kaito, au banc public, quoi. On a envie vraiment d'être à côté de ces gens parce qu'on se dit, ces 1% de gens qui profitent du système font du tort à des gens qui s'aiment vraiment et qui veulent vivre ensemble. Et on voit les dégâts que ça fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a mis en place un système qui est en train de s'emballer complètement et qui fait qu'on a aujourd'hui des situations où on a des gens qui s'aiment vraiment, qui sont mariés depuis 2 ans mais qui ne vivent pas ensemble, c'est-à-dire qui vivent par procuration, qui vivent une vie maritale virtuelle avec des conversations Skype, avec des coups de téléphone, des voyages. Quand on arrive à mettre des sous à gauche, on essaye de trouver des vols low cost pour pouvoir passer quelques semaines avec son mari. Et ça, effectivement, quand on arrive devant un juge et qu'on reçoit la décision qui nous dit qu'effectivement l'administration s'est trompée parce que ces gens s'aiment vraiment. Ce qui est sûr, c'est que personne n'empêchera des gens de s'aimer, personne n'empêchera des gens de faire des enfants, et que si on arrive vraiment à ce que ça s'empêche de manière massive, c'est qu'on ne sera plus dans un état de droit et que là, malheureusement, nous aussi, on sera peut-être obligés de partir. Je suis Homo sapiens, un migrant, émigrant, immigrant. Jamais, dans l'histoire des sociétés, aucun métissage n'a donné lieu à dégénérescence, des Gallo-Romains aux Brésiliens. Combien de présences dans une ronde de tambour, de langues,
dans un chœur de reggae ou dans une phrase de Faulkner? Puis-je te résumer à un décret, une loi? Qui oserait me dire que tu es sans identité? Ma fille, tu es Valentine, en hommage en ce jour où nous voilà réunis, hommes, femmes, enfants des 4 coins du globe, sur cette petite place lyonnaise, amoureux du monde, pour festoyer. Nous pouvons nous embrasser, danser, mêler nos souffles, nos sueurs, nos haleines, nous emmêler, nous brasser, nous mélanger, vivre libre d'aimer, et tant pis pour le décret. Embrassez-vous!